Allez, merci beaucoup de votre fidélité à cette émission. Nous voici encore une fois cette semaine pour décrypter les sujets qui ont alimenté la semaine qui vient de s'achever. Nous sommes là dans cette question. Aujourd'hui, on va vous parler des voyages, des multiples voyages qu'effectue le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses retombées. On va également vous parler de la gratuité de l'enseignement avec le point de presse qu'a tenu le Monseigneur Fridolin Ambongo à Kinshasa cette semaine. Messieurs et dames, vous êtes les bienvenus et également j'ai dit bienvenue à Monsieur Momo Moulapou qui est là. Avec lui, nous allons partager ce plateau. Merci, je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment ici et je vous remercie de votre invitation. Merci à vous. Je vois également la société civile qui est représentée par Gustave Moulongoy. Bienvenue. Merci. Également, nous allons partager ce plateau avec Boli Ngoy, qui est un analyste politique ici au Lolaba. Bienvenue, Monsieur Boli. Merci beaucoup, surtout merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous tous et merci à vous qui nous regardez depuis Kinshasa. On va commencer déjà avec le débat qui va revenir sur le multiple voyage de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses retombées. On suit d'abord cet élément. La France est pleinement engagée aux côtés de la République démocratique du Congo pour lutter contre les groupes armés qui déstabilisent le pays, a déclaré le président français. Nous avons signé le deuxième contrat justement en matière de soutien et de développement et de désendettement pour le pays. 65 millions d'euros que la France va investir pour accompagner le travail de modernisation, de transformation de la RDC du président Tshisekedi. Nous avons beaucoup parlé ensemble. D'abord, nous serons aux côtés du président pour la sécurité, en particulier à l'Est, contre les groupes armés, les groupes qui pactisent avec Daesh pour lutter activement contre ceux-ci, avec de la coopération en matière de renseignement, de la coopération militaire très clairement concentrée à l'Est, une action déterminée et une action diplomatique aussi pour sanctionner les leaders de ces groupes dans le cadre des Nations Unies. Et donc la France est pleinement engagée aux côtés de la RDC pour lutter contre ces groupes armés qui déstabilisent le pays et qui aujourd'hui, pour certains, ont pactisé avec Daesh. Et je souhaite que tous les pays de la région puissent être engagés aux côtés du président Tshisekedi. Je pense à nos amis rwandais ou ougandais dans ce combat très important. L'aide militaire française devrait notamment permettre au gouvernement de mieux faire face aux forces démocratiques alliées ADF, un groupe rebelle musulman accusé du massacre des centaines de civils dans la région de Béni depuis octobre 2014. Le soutien français devrait, selon les premières informations, principalement consister en une coopération dans le domaine du renseignement. L'annonce a réjoui le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'est déclaré en faveur d'une présence plus importante de la France en Afrique. La participation de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, au forum sur la paix tenu en France et qui se clôture ce mercredi 13 novembre, apporte déjà les résultats satisfaisants pouvant aider la République démocratique du Congo dans sa partie est d'être sécurisée et retrouver la paix. Et bien voilà, c'était là le condensé du séjour du président de la République en France qui a participé au forum sur la paix. Et je vais poser déjà la première question. Les multiples voyages qu'effectue le président de la République, Momo Moulapou, pour sortir de l'isolement, la République démocratique du Congo, est-ce un bon départ pour le président depuis son investiture à la tête de la RDC? La question, c'est de savoir, est-ce utile à notre pays, ce genre de voyage? Peut-être que d'ores et déjà, on dirait oui, parce qu'il y a de la manne qui vient. Pourquoi directement vous appelez ça de la manne? Oui, mais parce que c'est de l'argent pour lequel nous n'avons pas travaillé. Nous sommes dans une logique depuis 2001 qui est celle du travail. Et le pays est parti de 300 millions comme argent comme budget pour arriver autour de 6 milliards. Nous sommes dans une courbe ascendante. Je crois que le gros des efforts, c'est de demander aux Congolais de travailler et de produire. Ce genre d'argent que nous prenons auprès de ces pays là-bas, c'est aussi encore un endettement que nous avons décrié de tout ce temps ici
et que nous sommes parvenus à faire effacer en partie. Donc, de l'argent qui vient, merci beaucoup, c'est bien. Cela peut nous donner une illusion de redécollage, mais je compte beaucoup plus sur les efforts des Congolais. Je compte beaucoup plus sur notre détermination à nous sortir de la pauvreté. Vous savez, nous sommes dans un pays qui, à un certain moment, a touché les fonds. Le salaire d'un fonctionnaire de l'État, c'était autour de 5 dollars. Et aujourd'hui, on est remonté à plus ou moins 80, 90 dollars. Et alors, je crois que nous devrions plutôt nous concentrer davantage à organiser le pays, à arrêter la corruption, à arrêter tous les effets pervers qui nous empêchent de sortir le maximum de nous-mêmes. Donc, ma vision à moi, c'est celle-là. Le président est libre de voyager, je le soutiens dans le fait que pour lui, il estime, vous savez, avant d'être président de la République, il était d'abord en exil, entre guillemets, politique en Europe, d'après lui-même. Donc, il est que normal, il compte sur l'Occident pour nous aider. Mais nous qui sommes déjà habitués au fait que c'est nous-mêmes. Dans ce pays, à un certain moment, on ne pouvait même pas faire les routes. On ne pouvait pas, on n'avait rien que nous faisions nous-mêmes. On comptait sur les Blancs. Et les Blancs ont quitté les pays volontairement. Ils sont partis. Et maintenant, nous avons une nouvelle dynamique, la dynamique kabyliste. C'est se prendre en charge et ne jamais trahir ce pays. Voilà ce que je défends ici. Je crois que les Congolais, nous sommes capables de changer la situation économique de notre pays si on nous fait confiance et surtout si on nous surveille correctement. Si on nous surveille correctement, et je ne sais pas, vous êtes plus attablé sur le problème d'argent, mais je crois que le fait de voyager, c'est aussi une façon de pouvoir redynamiser les relations entre différents pays, la République démocratique du Congo, M. Boli. Oui, merci beaucoup. Je salue d'abord les deux co-débatteurs. Ce que je peux dire à ce niveau, c'est que le président de la République, comme nous le savions tous, l'administration politique passée, c'est une administration qui a fait que nous avons connu un isolement, comme vous l'aviez dit. Et pour sortir de cet isolement, le président de la République ne dispose que de 4 leviers. Il y a le levier de son parti politique, convaincre le membre du parti politique d'abord pour le cadre de la coalition. Il y a le levier national, le reste de la population. Okay. Il y a le levier régional, parce que la République démocratique du Congo appartient à la SADC, appartient aux pays de l'Afrique centrale, mais il y a aussi les girons qu'on appelle le levier international. Donc ici, les gens ne voient que les déplacements du président de la République. Mais le président de la République est en train de travailler et à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. C'est vrai, comme M. Momo venait de le dire, le travail, c'est ça qui va nous amener de l'avant. Mais il s'est fait que la réalité économique du pays fait assez que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Donc il faut, dans le cadre de la coopération multilatérale, que certains pays viennent nous assister. Mais je ne voudrais pas limiter le voyage du président de la République à la seule question financière ou économique. Quand vous suivez par exemple ce que le président Macron venait de dire, il a parlé de la sécurité. Ça fait 23 ans, s'il faut compter depuis 1996, ça fait 23 ans qu'il y a résurgence des mouvements armés en République démocratique du Congo. Dans les FDL. Oui, sans la paix, nous ne pouvons rien. Donc je crois que c'est par rapport à tout ça que le président de la République, il est sur le front interne et sur le front externe. Parce que rester seulement dans le pays, c'est vrai, nous pouvons trouver des solutions, mais si vous n'avez pas de moyens pour réaliser ces solutions, ça rime à rien. Allez également rester sur la sellette internationale sans vous occuper de réalités internes, ça rime à rien. Donc il faut à un moment donné qu'il y ait la conjugaison des efforts pour le président de la République et sur le plan interne et sur le plan national. Alors, monsieur Gustave Moulongoy, vous êtes de la société civile depuis que le président Félix-Antoine Tshisekedi était élu et investi à la tête de la République démocratique du Congo et ses multiples voyages. Que voyez-vous sur le terrain déjà des réalisations que vous pouvez dire c'est palpable avec le voyage du président de la République? On a pu réaliser tel projet. Les multiples voyages du président de la République, s'il faut voir les retombées
ils ne sont pas encore palpables. Mais sinon, il y a les accords de principe. Partout où il est passé, je crois que tout le monde a accepté de venir investir chez nous. Tout le monde a accepté de lui tendre la main. Tout le monde a accepté de travailler avec le Congo. Comme vous l'avez dit au départ, comme l'a dit mon co-débatteur, il y a eu d'abord le réchauffement des relations avec les autres pays. Pendant longtemps, ces relations-là sont restées ternes, très léthargiques. Il a réchauffé ces relations-là. Ce n'est pas immédiatement que ces pays-là pouvaient aussi répondre des tic au tac. Donc, il y a d'abord cette étape d'acceptation de la main tendue du président de la République et de l'acceptation de ces pays pour venir chez nous. Il y a des visites déjà d'autres pays qui ont envoyé des émissaires pour venir entrer en contact avec leurs homologues congolais pour voir la faisabilité de la chose. Vous voyez un peu ça. Donc nous sommes dans cette étape-là. C'est que nous espérons que peut-être, de ce 4 matin, on va palper, on aura vraiment les résultats palpables du président de la République par rapport à ses multiples voyages. Donc je crois que le résultat est quand même positif. Le résultat, peut-être on peut dire déjà avec le navire belge qui est arrivé du côté Est, ça va apporter un plus parce que ça doit former quelques militaires. Oui, du côté, par exemple, du côté sécuritaire. Vous allez comprendre que le coordonnateur a dit ici, M. Diboué, cette guerre de l'Est, elle date de longtemps, plus de 20 ans. Mais ces gens-là sont considérés comme des terroristes. Or, la France, comme les États-Unis et les autres pays européens, là où il y a les terroristes, il faut les traquer. Et je crois qu'à nous seuls, nous n'avons pas été à même de pouvoir éradiquer cette insécurité de l'Est. Il faut aussi compter avec les autres. Cela ne veut pas dire que les FRDC sont à leur limite, pas du tout. Les méthodes terroristes, ce sont des méthodes qu'on ne sait pas maîtriser facilement. Ce sont des guérillas. Donc, ce n'est pas une guerre classique. Donc, il faut aussi, avec l'appui des autres, l'expertise des autres. Donc, ces relations-là, on en a besoin. Donc, l'appui des autres, on ne peut pas se suffire nous-mêmes, comme l'a souligné Momo Moulapou. On ne peut pas se suffire nous-mêmes. Il a dit que le Congolais était capable de faire tout lui-même. Non, faire tout lui-même, ça, je ne suis pas d'accord. Je crois que partout au monde, même les États-Unis qu'on considère comme les superpuissants, même la Russie, ils ne travaillent pas à vase clos. Ils ont toujours besoin de partenaires. Vous voyez, quand les États-Unis doivent intervenir dans une région, par exemple en Irak, pour ce qui est de la guerre, justement, mais ils recourent toujours à leurs partenaires européens. C'est pour vous dire qu'on n'est pas complet en soi-même. On est interdépendant. On a toujours besoin de l'autre. Mais pourquoi est-ce qu'on a demandé dernièrement à nos pays voisins d'intervenir? Il y a eu des manifestations à l'Est que la population ne voulait pas des troupes étrangères venir chez nous. Mais du point de vue technique, du point de vue des expertises, on peut avoir besoin des autres pour échanger un peu les techniques de guerre, les conseils, les renseignements sur terrain, etc. Donc si on est en vase clos, je crois que même au niveau des renseignements, ça va nous échapper. Vraiment. Et on sera surpris par l'ennemi. Je crois qu'en soi-même, on ne peut pas avancer. Nous avons toujours besoin des autres. Mais cela ne veut pas dire que nous devons dépendre à 100% des autres. Non, nous devons travailler pour nous autosuffire dans certains domaines, mais tout en cherchant aussi à compléter nos efforts, là où il y a des déficits, là où il y a des défaillances, avec l'appui des autres. On l'a dit tantôt, nous sommes dans les différentes organisations, à SADC, nous sommes là, à la CPGL, nous sommes là-dedans. Mais pourquoi est-ce que nous sommes là-dedans? C'est justement pour des raisons de complémentarité dans tel ou tel domaine. La France qui a également donné une somme, qui a promis une somme d'argent, des contributions pour lutter contre les mouvements des milices du côté Est, mais aussi pour accompagner la gratuité de l'enseignement pour que ça puisse être effective. Toutes ces sommes récoltées dans différents pays où est passé le président Félix Tshisekedi ne doivent pas nous amener à une sorte d'endettement du pays. Voilà, j'ai continué sur la lancée, dire que les visites, parce qu'il faut compter au moins plus ou moins 34 visites du chef de l'État en dehors de notre pays depuis son investiture. Alors, je voulais dire que ces visites là-bas sont peut-être importantes dans la mesure de montrer le nouveau visage du Congo, les Congo d'un autre président. Mais je continue à croire qu'il n'y a personne d'autre que les Congolais qui fera le bonheur du Congolais. Et dans ce monde, comme disait le maréchal Mobutu, excusez-moi
revenir à lui, nous sommes dans un rendez-vous du donner et du recevoir. Croire dans une bonté divine quelque part dans les cœurs des autres pour venir nous secourir dans notre malheur ne fera qu'accroître celui-ci. Parce que je vous ai dit qu'il y a un problème, c'est que ces gens ne donnent rien pour rien. Mais c'est une coopération, on doit échanger. Non? La coopération, c'est justement du donnant-donnant. Qu'est-ce que nous donnons? Mais quand déjà rien que le beau yeux du président. Quand il y a une signature, donc nous aussi on a donné quelque chose et en retour on reçoit cette somme d'argent qu'on en a besoin. Ce qui est vrai, c'est que signer c'est une autre chose. Si nous avons compté seulement sur les signatures, nous n'aurions pas pu organiser les élections en 2011. Beaucoup de gens ont décrié telle faute aux élections, mais alors qu'ils ne savaient pas que ces gens sur qui aujourd'hui tout le monde semble vouloir compter, ils nous ont promis de l'argent pour organiser les élections. Ils ont dit qu'ils vont accompagner les cycles électoraux. Mais depuis qu'ils nous avaient aidés à faire ces élections la première fois, ils nous ont faussé compagnie, ils nous ont même exigé de reporter les élections. Vous comprenez? Donc il faut prendre les Congolais comme étant un peuple mature, qui a beaucoup souffert, et la coopération internationale que nous voulons vanter tant sur le plan militaire, elle n'a pas réussi à nous faire arrêter cette guerre. Le peuple congolais est mature, voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi est en train de côtoyer les grands en ce qui concerne la diplomatie. Il y a Angela Merkel, il y a Emmanuel Macron de la France, il est allé également aux États-Unis. Je crois que c'est en quelque sorte à nous dire que nous aussi Congolais, on est mature, on doit côtoyer le grand pour être grand. Non, les côtoyer n'est pas un problème. On peut les côtoyer partout, même autour d'un café, on peut boire. On est quoi? On n'a pas besoin de faire une visite diplomatique pour côtoyer ces gens. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut que nous comprenions qu'au stade actuel, la RDC a besoin de continuer sur une lancée qui a été débutée à un certain moment de l'histoire. La guerre, j'ai entendu ici dire que non, la guerre a commencé en 1996. Non. À l'est de la RDC, il y a toujours eu des groupes armés depuis l'indépendance. Ils ont toujours été là, mais seulement avec l'invasion du Rwanda par le FPR de Paul Kagame, ces groupes ont reçu des armes gratuites. Et ça, c'est en 1994, longtemps avant qu'il y ait l'invasion de l'AFDL qui est venue amener l'administration de Kabila. Donc, il faut prendre les choses telles qu'elles sont en réalité. Nous savons un problème qui a toujours existé dans les montagnes, là, de Fizi, de Baraka, de Beni, tout ça. Il y a toujours eu ce problème. Parce que ces gens-là qu'on appelle aujourd'hui ADF, ils sont ici depuis 1986. Ce n'est pas un problème qui est lié à tel ou tel, c'est un problème national. Alors nous devons chercher la solution en nous concentrant tous. Nous tous, nous sommes en train de suivre l'information. Les FARDC, dès qu'ils décident de bouger, ils bougent les lignes. Tout le monde disparaît dans la nature. C'est ce que nous voulons. Renforcer l'armée nationale, renforcer la confiance du peuple dans son armée. Non, mais aussi on peut renforcer l'armée nationale avec l'expérience de l'armée française. Ça peut se faire. Écoutez, le fort est ici et la France en fait partie. Ce n'est pas nouveau l'arrivée de la France. Il n'y a rien qu'ils vont amener aujourd'hui. Nous avons la MONUSCO ici, nous avons le force armées de l'Union européenne qui forment nos militaires. Ils sont déjà là. Ils ne servent à rien, au contraire, nous les trouvons toujours dans les malversations qu'ils attribuent aux Congolais. Ils sont en train de faire le commerce des minerais, de faire ceci, cela. Je crois que nous Monsieur devons... Moli, est-ce que vous partagez le même avis avec Oumomoula sur ce point? La France ne fera rien, même si elle a signé des accords avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, concernant l'appui à nos militaires. Donc la France n'a rien à apporter à nos militaires. Je n'ai pas l'habitude de critiquer de grands contrats lorsque ils sont signés par des gens qui ont des responsabilités au plus haut sommet de l'État. Je crois qu'il y a des préalables qui seront fixés, il y aura des discussions et on pourra toujours arriver à une solution qui puisse mettre le parti en accord. Mais ce qui est vrai, je voulais revenir sur un point, même le président Kabila, Joseph Kabila, à son temps, lui qui était président, d'ailleurs qui a eu l'avantage d'être général dans l'armée, avait compris à un moment donné que seuls nous ne pouvons rien.
Et je crois que ça doit être dans 2 opérations, Kimia 1 ou Kimia 2, je peux me tromper, où nous avons vu que les forces de la République, conjointement avec les armées venues du Rwanda, ont mené des actions. C'est pour dire que nous sommes dans une situation où pour arriver à éradiquer tout ce qui se passe à l'Est, nous avons besoin de partage et des renseignements et des capacités opérationnelles. Donc aujourd'hui, dire que bon, la France, tout ce qu'elle peut promettre, c'est vrai. M. Momon peut avoir raison parce que l'expérience aussi nous fait grandir à un moment donné. Dans les temps passés, on pouvait promettre pour ne rien faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans un dynamisme où même les Occidentaux ont compris que si on n'aide pas le Congo pourra être dans les girons d'une autre puissance, comme le cas de la Chine. Donc c'est à l'intérêt de la France, c'est à l'intérêt des États-Unis d'honorer leurs engagements lorsqu'ils les signent avec la République démocratique du Congo. Et par rapport à la coopération, parce que quand on entend parler de la coopération, on voit un échange. La France nous donne une somme d'argent. Et qu'est-ce que nous, on peut donner à la France pour qu'il y ait coopération, pour qu'on appelle vraiment coopération, Monsieur Gustave Moulongoy? La coopération entre les 2 pays, c'est au niveau des accords. Ces accords-là, on ne sait pas ce qu'ils vont échanger à leur niveau. Eux nous donnent cet argent, ou bien l'assistance technique, des choses comme ça. Mais ça peut être dans un autre domaine. Mais pourquoi ce qui viendra de chez nous n'est pas révélé par le président de la République, au moins ce qui viendra de la France ou encore d'autres pays est vraiment révélé aux yeux de tout le monde? Il faut qu'on fasse la part des choses. Il y a ce qu'on appelle des dons, il y a ce qu'on appelle des prêts. Donc il y a toute une sorte d'assistance. Est-ce que les 65 millions ou 85 millions, c'est un don, c'est un prêt, ou bien c'est dans quel cadre précisément? Donc nous devons être fixés là-dessus. Je crois que, comme il a dit, nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir. C'est du donnant-donnant. Win-win, gagnant-gagnant, c'est vrai. Donc si on donne cet argent, la France ne va pas donner, c'est pas peut-être de la gratuité comme telle, peut-être va aussi recevoir en retour quelque chose pour compenser ce qu'il aurait donné avec la main gauche. Donc on est là, du gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Et donc si la France vient de cette manière-là, nous aussi nous allons donner quelque chose. Tout ce monde qui vient au pays, dans le cas de la coopération, ce n'est pas pour faire les beaux yeux. Donc même les Chinois qui sont là, ils ont promis à un certain moment de donner 9 milliards à l'époque du président Kabila quand il était encore au pouvoir. C'était en retour, qu'est-ce qu'ils allaient gagner? Peut-être les minerais. C'était des minerais, en compensation de 9 milliards. Donc, faire aussi des routes, la voie ferrée, etc. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Je crois qu'il n'y a aucun pays qui peut venir juste pour faire de beaux yeux. Alors, de ce côté-là, je pense que, moi, je ne sais pas, je respecte le point de vue de mon collaborateur, M. Momon. C'est vrai, il persiste et il signe. Nous devons nous développer nous-mêmes, nous devons faire ceci, etc. Je ne refuse pas. Tout ça, c'est très beau. Mais il ne faut pas aussi oublier que nous sommes dans un concert des nations. Mais nous sommes aussi dépendants des autres, même sur un petit rien. Donc notre développement ne peut pas se faire seul. Non. Même les États-Unis, même la France, ils ne se développent pas seuls. Ils se développent toujours avec les autres. C'est pourquoi, vous savez, parfois on arrête tel ou tel en train de faire de l'espionnage. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'espionnage? C'est parce qu'on ne suffit pas soi-même. C'est-à-dire que peut-être l'autre là, il a un plus que moi je n'ai pas. Il faut autant aller peut-être l'espier si je n'arrive pas à avoir quelque chose du point de vue coopération. Il faut faire peut-être de l'espionnage. C'est une sorte de tricherie. Bon. Et voilà, c'est juste pour avoir un peu à se compléter. Donc je pense que de ce point de vue, nous ne devons pas vraiment être très très rigides pour dire que de nous-mêmes, nous pouvons vraiment aller de l'avant. Alors, M. Bobo Moulapou, le président de la République, Félix Tshisekedi, doit-il continuer avec le voyage ou encore stopper avec ses voyages et se concentrer sur différentes signatures déjà accordées dans différents pays? Ou qu'est-ce qu'il doit faire à présent pour que nous puissions sentir maintenant des retombées de tous ces voyages qu'il a effectués? D'abord, il a ouvert une boîte de Pandore, par exemple la gratuité de l'enseignement. En circulant à gauche à droite, c'est vrai qu'il a WhatsApp, il y a des Wi-Fi, il y a tout là-bas. Je crois que la situation boite. On a entendu tous les cardinaux en Bongo, j'espère que ça fera l'objet d'un débat. Oui. Donc nous avons des défis à relever ici chez nous, des grands défis
qui demande non seulement des bras, mais aussi un leader qui incarne le pays et ce changement là-bas. Et aujourd'hui, la RDC a trouvé que ce leader s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Donc nous devons plutôt compter sur ce leader. Quand je suis en train de travailler, je sais me reconnaître dans le leader national qu'est notre président de la République. Donc pour moi, comme je venais de le dire, je n'ai pas parlé, même du temps du président Kabila, on n'a jamais été absent du Conseil des Nations. J'ai entendu ici dire qu'on était isolé. Non, on n'a jamais été isolé. On était isolé, on n'était pas en bonne relation avec la Belgique et voilà, c'était chaotique. Pourquoi est-ce que la Belgique ne peut pas être en mauvais terme avec nous? C'est nous qui devons être en mauvais terme. Vous comprenez qu'il y a un problème aussi, c'est que quand on commence à aller tendre la main à des petits pays comme la Belgique, eh bien à ce moment là-bas, ils peuvent nous donner cet argent là-bas, mais c'est contre aussi une certaine humiliation, une certaine bassesse, où vous allez voir le maire de Bruxelles ou un ministre belge d'un petit pays sur tous les plans par rapport au Congo, qui commence à dicter des ordres à un petit pays qui est déjà développé. Mon frère, il a été développé grâce au concours à 90% de la RDC. De la RDC qui a contribué. Donc, pourquoi pas la Belgique ne doit pas contribuer au développement de la RDC? C'est pour ça que je dis que nous, si nous avons pu développer des petits pays comme la Belgique, si nous avons contribué significativement à la fin de la guerre, lors de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons été partout, dans tout ça, pour aider tout le monde. Vous voyez ici qu'il y a pas mal de quoi. Vous avez vu que TFM, je vous donne l'exemple de notre entreprise, parce que nous sommes de l'OLAB, qui était aux Américains depuis les temps immémoriaux. Hein, je ne sais plus me rappeler. Mais les Américains sont arrivés à les vendre aux Chinois. Vous voulez aller supplier des gens qui ne veulent pas de vous. Pourquoi est-ce qu'il faut aller supplier des gens qui ne veulent pas visiblement de nous? Lorsqu'un président de la République, de la trempe de Félix Tshisekedi, accompagné de tout l'aura national, se présente devant un président qui a une superficie d'à peu près d'un cinquième de notre pays, c'est-à-dire la France, et le président de la France qui proclame en accueil au président de la République qui va lui donner 15 millions de dollars. Vous imaginez à quel point est-ce que cela est un camouflé par rapport à notre honneur et à notre valeur. Camouflé comment? Parce que vous n'en avez pas, vous êtes nous en manque avons, de 15 millions. L'argent, nous en avons, nous sommes en train d'organiser ce pays. Je vous ai dit que ce pays vivait entièrement de ce que le président Félix est en train de demander, c'est-à-dire de l'aide. On voyait que pour faire la route... C'est de l'aide ou bien c'est une coopération? Mon frère, c'est de l'aide. Même si c'est un crédit, même si c'est quoi, c'est de l'aide. Et cette aide là-bas n'a pas pu développer ce pays. Et cette aide là-bas, tous les ponts qui ont été construits grâce à la coopération, à l'aide, au ceci, cela, tout ça, tous ces ponts là-bas s'écroulent aujourd'hui. Vous voyez comment c'est en train de s'écrouler à gauche et à droite parce que simplement ces histoires là-bas ne sont pas adaptées. Lorsque la France nous donne 65 millions... Donc là si les ponts s'écroulaient, on va incriminer les gouvernements passés. Non, on n'incrimine personne parce que c'est une réalité du pays. Qu'est-ce qui va se passer? La France donne 65 millions. Eh bien, ne croyez pas que ces 65 millions, ce sera de l'argent envoyé dans les caisses de la RDC. Non. La France va venir avec ces 65 millions, les dépenser en RDC. C'est cela que moi je ne veux pas, cette coopération là-bas, excusez-moi de quoi, du valet. Hein? Notre pays devient comme un valet devant une France qui se rend toute puissante et qui vient chez nous accomplir des projets français avec des citoyens français en RDC. Elle est toute puissante. Elle n'est pas toute puissante. Elle n'est pas toute puissante. Est-ce que vous partagez le même avis? La France n'est pas toute puissante pour aider la République démocratique du Congo à sortir de cette crise? Merci, je salue beaucoup le patriotisme de mon aîné Momo Oulapou. Mais ce que je voulais dire, je voulais nous retourner à l'an 2013 où un responsable étatique a dit que nous étions capables de mobiliser le recette à hauteur de 48% pour les budgets nationaux et que les 52%, il fallait aller les chercher ailleurs. Si nous prenons la réalité aujourd'hui, je crois que notre budget n'excède pas 15 milliards de dollars. Et avec ça, quand on prend... merci beaucoup. Quand on prend le nombre de la population de la République démocratique du Congo, donc on s'est dit qu'on ne sera pas capable de relever tout le défi du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut tendre la main. Nous sommes dans une situation où, c'est vrai, nous voulons nous autosuffire, mais la réalité fait que nous ne pouvons pas le faire sans tendre la main. Il faut tendre la main pour nous endetter davantage et ne savons pas comment retourner cet argent. Et qu'est-ce qu'il faut faire sur ce plan? En même temps que nous sommes en train de travailler, en même temps, nous sommes en train de privilégier la coopération internationale pour voir ce que nous pouvons faire. Regardez si aujourd'hui, si la France ne donnait qu'un franc, que ce soit de l'aide ou que ce soit un prêt, mais au moins ça va aider à quelque chose. Je reviens à ce que le né Momo a dit, que c'est vrai, nous pouvons capitaliser le fonds comme il le faut, mais il faut lutter contre les antivaleurs. S'il y a de l'argent qui est affecté pour le secteur de l'éducation, que ces fonds-là arrivent effectivement aux besoins pour lesquels il est affecté. Donc c'est comme ça que nous pouvons lutter contre ça. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons mener tous les efforts dans tous les domaines, mais tant qu'il y aura certains antivaleurs, ça sera vraiment terrible, on ne va pas arriver à relever le défi. Les défis, ils sont multiples, demandent le sacrifice. Malheureusement, je suis en train de craindre que les Congolais sont prêts à faire de sacrifices. Nous le voulons bien, je vois mon aîné Moulapo avec une équipe en train de faire les travaux d'assainissement. C'est une bonne chose, mais combien de personnes l'ont suivi? Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez Laurent Désiré Kabila, il y a, je crois, un mois qu'on venait de terminer à ériger un drain, mais allez-y voir aujourd'hui combien de bouteilles sont là. Donc, c'est-à-dire, c'est un problème d'éducation civique, c'est un problème de sensibilisation, c'est un problème de la prise de conscience nationale, parce que nous ne pouvons pas nous autosuffire tant que les autorités sont en train de faire, l'autre sont en train de détruire. Donc, nous avons besoin de travailler, en même temps, nous avons besoin aussi de travailler dans les concerts de nations, comme l'a dit le président Moulongoy. Alors, pour clôturer avec ce débat, je vais clôturer avec vous, Gustave Moulongoy. Il y a d'autres langues qui disaient que le président de la République avait fait que s'est tapé des voyages par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, au moins, il y a des retombées. Et des retombées qui ne sont pas encore visibles sur le terrain, mais sur le papier, ça va déjà. Est-ce que cela rassure la population? Moi, je pense que ça assure déjà parce que c'est une autre dynamique. Le président de la République est en train de donner un autre souffle, une autre façon de diriger par rapport à son prédécesseur. Vous voyez, c'est pourquoi on a toujours besoin d'un changement. Parce que celui qui vient, il donne aussi son souffle, il donne aussi son imaginaire, ses méthodes de travail, etc. Mais on voudrait voir un petit changement, n'est-ce pas? Même si les retombées ne sont pas immédiates, mais qu'on voit quand même les changements dans les comportements, dans la manière de faire. Peut-être qu'un de ces 4 matins, on va palper les retombées de ces voyages-là, les retombées de ces méthodes de travail du président de la République. Dernièrement, il y a eu des investisseurs qui sont du côté du Bas-Congo pour Inga 3, n'est-ce pas? C'est un grand projet, n'est-ce pas, d'électrification de notre pays. Mais est-ce que... Inga 3, le DIRCAB du président de la République, voilà, qui a participé à l'Afrique du Sud, par rapport à tout ça. Ouais, est-ce que nous avons suffisamment de moyens pour financer ces genres de travaux? On n'en a pas. Non, et si on arrivait à réaliser ces projets-là, mais je pense que les retombées seront palpables. Le projet du port des bananes également. Oui, ça sera très bénéfique pour tout le pays. Donc, quelque part, tout un État nationaliste, patriote comme mon frère ici, je veux bien, nous le sommes tous. Mais il faut dire que, reconnaître, il faut être honnête, reconnaître que ici, je suis limité, j'ai besoin de l'autre pour pouvoir atteindre mon objectif. Je ne vois pas que ça soit un péché. Voilà. Il n'y a pas de péché si on demandait de l'aide du côté de la France, de l'Allemagne ou encore des États-Unis. Chers amoureux de cette émission, voici à la fin de cette première partie. On va entamer le dossier et c'est tout de suite, ça va revenir sur la gratuité de l'enseignement avec le point de presse qu'a tenu le Fridolin Ambongo du côté de Kinshasa. Lors de la conférence de presse qu'il a animée ce mardi 12 octobre à Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a salué la mesure de la gratuité de l'enseignement de base initiée par le président de la République. Si le président annonce la gratuité de l'enseignement, nous le soutenons. Nous sommes pour la gratuité de l'enseignement. Nous le désirions de tout cœur depuis très longtemps. Selon le cardinal Ambongo, si la gratuité fonctionne bien, beaucoup de parents ne sentiront pas le besoin d'envoyer leurs enfants dans les écoles privées si celles publiques sont mieux organisées.
Le cardinal dit vouloir jouer son rôle et sa mission prophétique de vérité et de rassembleur de tous sans réserve et au prix du sacrifice ultime. Dans son discours, il a également martelé sur le salaire des enseignants qui ne doit pas être dérisoire mais plutôt généreux pour les encourager à bien faire leur travail et pour ne pas fragiliser le système éducationnel. Seulement, nous voulons une vraie gratuité qui ne va pas fragiliser le système éducatif tel que ça existe maintenant. Gratuité signifie payer correctement tous les enseignants. Tout enseignant a droit à un salaire. Et les salaires à verser aux enseignants, nous insistons là-dessus, ne doit pas être le petit 120 000 francs congolais qu'on leur donne maintenant, mais ça doit être ce qu'ils reçoivent maintenant, plus ce qu'ils recevaient de la contribution des parents. Le cardinal Ambongo se veut être un prélat qui réconcilie et rassemble tout le monde, d'où le sens de sa devise épiscopale Omnia Omnibus, qui veut dire tout pour tous. Alors, le cardinal ou encore l'Église catholique vient de mettre une croix sur la vérité des urnes et s'appuie à soutenir la gratuité de l'enseignement. Un nouveau vent qui vient appuyer le président de la République, Boli Ngoy. Merci beaucoup. Je crois que lorsqu'on entend le cardinal parler de la gratuité, on se rend compte qu'il partage l'opinion qui est dans l'intelligence commune majoritaire de tous les Congolais. Nous voulons bien une gratuité, mais pas une gratuité qui aujourd'hui dilapide la qualité de l'enseignement. Or, la qualité de l'enseignement est tributaire de la motivation des enseignants. Donc, si les enseignants ne sont pas motivés, ça va impacter sur la qualité de l'enseignement. C'est ça que le cardinal, l'archevêque essaye de parler. Et pour ce faire, il fait un appel à tous les dirigeants pour qu'ils puissent s'impliquer. Regardez, par exemple, l'autre fois, on en a parlé, un enseignant qui touchait $500 et aujourd'hui, on le rabat à 120 000 francs, comme il est dit. Donc, la qualité de l'enseignement va beaucoup souffrir dans ces pays. Je crois qu'il faut dire aux uns et aux autres de ne pas y aller précipitamment. Parce que regardez, aujourd'hui, s'il faut demander à l'État congolais, nous venions de parler ici du budget, donc on n'arrivera pas à payer ce que le parent payait aux enseignants, plus ce que l'État leur paye aujourd'hui. Donc si on fait l'additionnement de tout, ça sera beaucoup. Mais il faut y arriver. Mais pour y arriver, il faut y aller escalier après marche, jusqu'à ce qu'on va... Pour y arriver, il faut y aller mollo. Ce sont les enseignants qui vont rapidement ou bien c'est celui qui a donné le mot d'ordre qui est allé vraiment rapidement pour ce qui concerne la gratuité de l'enseignement? Je crois que nous avons connu un changement dans ces pays et ce changement a aussi les effets pervers. Parfois, quand un nouveau dirigeant arrive à la tête d'une structure de l'État donnée, je ne parle pas du président, il a comme l'impression que tout ce qui a été fait est mauvais et qu'il doit refaire le tout par lui-même. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que ceux qui entouraient le président l'ont induit en erreur en proclamant une gratuité unilatérale. Et moi, en tant que patriote nationaliste, je suis de ceux-là qui pensent qu'il y avait un processus qui était en cours, qui était d'abord de la maîtrise des effectifs qui a été fait en 2010, et ensuite, en 2017-18, il y a eu un processus d'un recensement général. Et ce processus là-bas devait être suivi par un processus de nettoyage, parce qu'en fait, il y aurait possibilité de bourrage. N'est-ce pas? On pouvait bourrer pour gonfler les nombres et ainsi rendre la chose infaisable par l'État. Malheureusement, c'est à ce niveau là-bas que tout a été abandonné. On est sauté directement, comme dans une manne qui se laisse pour dire, c'est la gratuité, tout le monde on y va. Alors là, c'était une erreur de la part de nos amis qui ont induit notre président, excusez-moi de l'appeler, notre Fati national en erreur. Mais ce qu'il faut, moi je suggère, c'est que de rentrer à ces choses là-bas, de rentrer à ces papiers là-bas, de revoir les arrêtés qui ont été faits pour régulariser la situation des enseignants et de tous les fonctionnaires de l'État,
et à partir de cela, de faire des calculs justes. Je suis contre cette salarisation par palier. Parce qu'en fait, ici chez nous, on a comme l'impression que l'enseignant de Chimbaeka, lui, non, parce qu'actuellement, il est payé moins que l'enseignant de Kolwezi. Il est payé beaucoup moins que l'enseignant de Kinshasa. Ça, c'est de l'injustice pure et simple. Au contraire, dans notre pays, il existe ce qu'on appelle les primes de brousse. C'est eux qui acceptent d'aller vivre dans des conditions beaucoup plus difficiles, avec moins de possibilités, qui devaient être mieux payés que ceux qui sont en ville. Malheureusement, ici, c'est l'inverse qui est en train de se faire. Et toutes ces choses là-bas, je suggère qu'on les remette ça sur la table, dans des états généraux de l'éducation ou de l'administration publique, qu'on en reparle, qu'on remette les choses sur les rails. Le pays est nôtre, les erreurs sont nôtres. Donc la correction doit aussi être la nôtre. Encore une fois de plus, je préfère qu'il y ait des conseillers qui viennent d'ailleurs pour nous parler, mais plutôt que des directeurs qui viennent d'ailleurs pour nous parler de ce qui nous concerne nous. C'est nous qui souffrons, c'est à nous de corriger ces choses. Et j'invite encore une fois de plus toute la nation à se pencher dessus. À se pencher dessus pour qu'il y ait effectivité de la gratuité de l'enseignement. Gustave Moulongoy, le train est déjà sorti, nous sommes déjà après la première période de l'année scolaire 2019-2020. Allons-nous nous arrêter pour régulariser avec tout ce qu'il y a comme erreur, ou allons-nous continuer avec cette année scolaire? On voit des multiples formes et des grèves qui s'organisent dans différentes écoles, surtout catholiques, il faut les souligner. Qu'allons-nous faire maintenant là? Parce qu'il y a les enseignants qui s'élèvent de ces côtés, il y a les élèves qui veulent étudier, il y a le gouvernement qui ne sait pas qui mettre ou encore quoi faire pour que les enseignants aient le salaire qu'il leur faut. La gratuité est là, elle a été décrétée et à la satisfaction de tous. Que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, que ce soit l'État lui-même qui l'a décrété. Les enseignants ont estimé pendant un temps qu'ils ont été minimisés, déconsidérés, sous-estimés parce qu'ils vivaient aux dépens des parents. Il fallait qu'on mette fin vraiment à cette dépendance. D'où ils ont salué la gratuité, dont l'État devait prendre les choses en main. Pour l'État, on le considère comme étant démissionnaire. Il ne pouvait plus faire face à ses obligations en tant que l'État. Et les parents ont dit, ouf, des soulagements. Maintenant, c'est terminé, cette prise en charge. Tout le monde va aller à l'école, tous les enfants vont à l'école et c'est gratuit. À ce niveau-là, les violences se sont accordées, on était d'accord. Okay. Mais là où le bas blesse, et là maintenant où les violences ne s'accordent plus, c'est comment répondre à ce questionnement des gratuités, l'effectivité de cette gratuité-là. Et c'est ça peut-être le fond même de notre débat. Comment y arriver? Pour ne pas connaître l'année blanche, pour ne pas demander aux parents de revenir encore sur cette prise en charge, que faire? Moi, je crois que pour cette fois-ci, je suis d'accord avec mon co-débatteur ici, je suis d'accord avec lui pour qu'on revienne un peu aux états généraux de l'enseignement. Il n'est pas encore tard. Avant peut-être la fin du premier trimestre, que l'État prenne son courage en main, que les acteurs principaux soient ensemble autour d'une table, les parents, bien entendu, les enseignants et l'État, qu'on voit un peu la voie des sorties. Parce que donner le salaire tel que l'a souligné Monseigneur Ambongo, l'État ne le saura pas. En tout cas, le budget il est insuffisant. Moi, j'ai vu la répartition de ce budget-là, secteur par secteur. Ce qui est alloué à l'enseignement, c'est insignifiant par rapport aux dépenses que nous avons. Donc, la gratuité ne sera pas effective si vraiment on doit tenir compte seulement du budget de l'État. Revenir à la voilà pourquoi il est allé en dehors de la RDC. Voilà, justement, quand nous disons que à nous-mêmes nous ne pouvons rien. Dans sa délégation, il y a eu, je pense, le ministre de l'IBSP qui était entré en contact avec le responsable de l'UNESCO, hein, parce que l'UNESCO soutient quand même dans la science, etc. Et c'est peut-être pour voir comment avoir l'appui financier, même si on ne veut pas des aides, de ceci, etc., comme l'a dit mon collègue, mon co-débatteur, c'est pour avoir l'appui, parce que la gratuité, elle a été décidée comme telle, c'est constitutionnel, mais cette effectivité rend quelque peu les choses difficiles. D'où il faut avoir des moyens. Et comment y en arriver? Peut-être en sollicitant cette aide-là,
autour d'une table, on peut dire que voilà, au lieu de toucher ce qu'on vous donne par les parents et ajouter ce que l'État doit vous donner, peut-être on peut y aller par étapes. Et ce sont des précautions, des mesures qui devaient être prises avant, les mesures d'accompagnement, comme on le dit. La gratuité, elle est constitutionnelle, c'est vrai, mais les mesures d'accompagnement, c'est à travers des lois organiques qu'on pouvait dire, avant de prendre cette décision, c'est dit, voilà, la gratuité, c'est vrai, voilà ce que nous devons faire. Ces états-majors devaient précéder la décision, mais malheureusement, nous en sommes là, la gratuité, elle est déjà là, proclamée, décidée, nous devons accepter. Mais comment y parvenir? C'est en se mettant encore ensemble. Que l'État ne puisse pas se gêner, il a décidé précipitamment, qu'il ne puisse pas se gêner. Dire que c'est vrai, nous avons décidé, au lieu de rentrer encore en arrière et demander aux parents de supporter. Était-il pas moyen de commencer même avec les classes de l'école primaire? Ça sera difficile parce qu'on a parlé jusqu'en 8e, plutôt jusqu'en 8e, hein, voilà. Donc, il est plus que, je crois que ça sera très difficile qu'on puisse soustraire encore une partie de ces promotions-là et qu'on revienne en arrière. Donc, on prend toutes ces écoles-là, ce cycle-là, et voir comment on peut y remédier, que les enseignants mettent un peu d'eau dans leur vin, parce que ce qu'ils ont considéré comme étant acquis, c'était notre contribution, ce n'était pas le salaire de l'État. Et là qu'ils comprennent quand même. À ce niveau-là, on peut leur demander de mettre un peu d'eau dans le vin, on demande le sacrifice à tout le monde. Comment je peux mettre de l'eau dans mon vin si j'ai mes enfants qui n'étudient pas, je dois aller donner cours, je dois les nourrir, et comment faire pour que je puisse arriver à mettre de l'eau dans mon vin? C'est en acceptant ce sacrifice-là, consentir ce sacrifice-là. C'est-à-dire, au lieu d'obtenir le maximum tel qu'il l'obtenait auparavant, on peut y aller maintenant progressivement, étape par étape. On dit, voilà, si vous touchez par exemple 700 000 francs, est-ce qu'avec 300 000, on ne sait pas vivre? Est-ce qu'on ne sait pas peut-être la période prochaine avoir 450 000 jusqu'à 700 et puis repartir? Parce que ce que les parents ont donné, ce n'est pas un salaire que l'État a donné, c'est nous, parents, qui avions donné cela. Donc ça ne doit pas être considéré à 100% comme étant un acquis, hein, et exiger à tout prix qu'on puisse maintenir cela comme acquis. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que moi j'interviens pour dire qu'on mette un peu, qu'on assouplisse un peu les positions du côté des parents et plutôt des enseignants, et que l'État voie aussi à quelle hauteur il peut encore ajouter. Et si peut-être les parents aussi peuvent donner ne fût-ce que le 1/10 de ce qu'ils donnaient. Je ne sais pas. Bon, là, on ne va plus parler de la gratuité de l'enseignement, parce que les parents vont revenir. C'est contradictoire à ce niveau-là. Donc les parents sont d'office mis à côté, ils ne doivent plus donner, sinon ça ne sera plus de la gratuité, n'est-ce pas? La gratuité. Et alors, donc on en est là, je crois que c'est un casse-tête, la décision a été prise et il faut revenir ensemble et pour voir dans quelle mesure on peut sauver l'année. Parce que si on s'en tient vraiment à ce que les enseignants touchaient auparavant, on risque de tomber dans l'année blanche. Est-ce qu'avec la taille qu'a la République démocratique du Congo, on peut se dire aujourd'hui qu'on sauve l'année scolaire 2019-2020 et avec cette gratuité de l'enseignement, les effets sur le terrain, on est en train de perdre la qualité de l'enseignement tout d'abord, de l'éducation par rapport à nos enfants, qu'on veut un jour être meilleur par rapport aux enfants du monde. Merci beaucoup pour cette question. Ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler de la gratuité, c'est une disposition constitutionnelle. Donc on ne peut pas tirer d'une constitution seules les dispositions qui nous sont favorables. Okay? Mais ce qui est aussi vrai, c'est que même si c'est une disposition constitutionnelle, dès lors qu'on se rend compte que la décision a été prise pendant un temps inconfortable, peut-être sans observation des pesanteurs techniques, et que ça commence à créer des problèmes, je crois qu'on peut privilégier la vertu du dialogue entre parties par rapport à autres considérations. Figurez-vous que rien n'est impossible. Personne ne pouvait croire, surtout les gens qui vivent en dehors du Congo, qu'après la mort de Mosé Kabila, avec l'émiettement du Congo en différentes administrations, que les gens pouvaient se mettre ensemble et qu'aujourd'hui, on arriverait à cette passation normale du pouvoir. Donc je crois que si nous avons été à mesure de dépasser les situations impossibles, incroyables, donc cette question ici de l'éducation,
de la gratuité, on peut toujours arriver à trouver des solutions qui mettent tout le monde ensemble. Mais encore faut-il, comme je l'ai dit autrefois, qu'il y ait ce qu'on appelle des concessions douloureuses. C'est-à-dire l'État peut dire, ça je peux faire jusqu'à cette hauteur, mais vous aussi les enseignants, acceptez que ce soit comme ça. Alors à ce moment-là, on pourra avancer et ouvrir certaines brèches qui peuvent nous permettre d'évoluer. Vous faites appel et aux enseignants et aux parents et au gouvernement. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, le gouvernement doit payer les enseignants pour que nos enfants que nous envoyons dans les écoles aient une bonne éducation. Et ce sont des futurs cadres de demain. Donc nous ne voulons pas avoir des enfants qui ne savent pas écrire le mot papa, tout simplement parce que l'enseignant était mécontent de ce qu'il touchait comme salaire, alors il a négligé. Donc je crois que c'est très important que d'abord l'État prenne ses responsabilités, mais que aussi les enseignants, en tant que fils du pays, puissent vraiment avoir la culture du dialogue. Je sais qu'ils ont déjà la culture du dialogue parce qu'aujourd'hui, quand ils donnent cours, c'est-à-dire qu'ils se font des sacrifices, mais nous devons tout faire pour trouver une solution et de manière rapide et adéquate afin de décongestionner cette situation. Gustave Moulongoy. Pour corroborer un peu ce qu'il vient de dire, voyez pour ce qui est de la qualité de l'enseignement, vous allez vous rendre compte qu'avec cette gratuité, les salles de classe sont devenues pléthoriques. Il y a des salles de classe de 150 enfants. Ça aussi. Voilà. Et comment est-ce qu'un enseignant peut encadrer les élèves de cette taille-là, de cette hauteur? Ça devient compliqué. Il y a de ces enseignants, des nouvelles unités, comme on les appelle, mais qui étaient prises en charge uniquement par les parents. Et ça, c'est une question assez délicate également. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a que le dialogue entre les partenaires potentiels intervenant dans le secteur de l'enseignement qu'on peut arriver à trouver une piste de solutions honorables. Donc, des concessions douloureuses, comme il a dit, mais qu'on accepte de se faire quand même violence pour le bien, l'intérêt supérieur de la nation. Thomas, je vois Momo Moulapou qui veut réagir directement. Je crois que la solution, c'est aussi recourir à la même constitution. Vous savez, la constitution, depuis qu'elle a été promulguée le 28 février en 2006, elle n'a pas encore été entièrement exploitée et l'exploitation est progressive. Comme beaucoup de gens recourent à la Constitution comme étant le panacée, le remède miracle, eh bien, la Constitution prévoit que l'éducation est de la compétence des provinces. Pourquoi est-ce que les gens de Kinshasa veulent s'accaparer de tout? La nation, ce n'est pas que la nation au niveau national, non. La RDC, l'État-nation, ce sont les États-provinces, les États entités administratives décentralisées, et que chacun exerce ses prérogatives. Donc, si aujourd'hui, on promulguait la fameuse loi sur la caisse de péréquation, et qu'on mettait en marche cette caisse de péréquation, je crois que nous n'aurions pas tous ces problèmes. Chaque province répondrait, sur base de ce que nous avons déjà au niveau de l'État, chaque province répondrait aux interrogations internes correctement. On vient de vous dire ici qu'il y a des anachronismes irréductibles, où maintenant, parce que les classes sont gratuites, tout le monde se bat, mon fils doit étudier là-bas parce que c'est gratuit. Et vous avez 90, 100, 150... Avec un enseignant qui n'est pas payé. Voilà. Avec un enseignant qui en donne 290 000 francs. Ce n'est pas correct. Alors, moi, ce que je voudrais que l'on comprenne ici, c'est que ne prenons pas le pays rien que du côté des avantages. Prenons aussi les pays du côté des sacrifices. Et les plus grands sacrifices doivent venir d'abord de la capitale Kinshasa, qui doit lâcher du lest. Tout ce qu'il y a de bon dans ce pays ne doit pas venir d'un seul point. Les pays doivent être multipolaires, avec plusieurs centres d'impulsion de décision. Voilà ce qui va nous aider. Et cette coopération interprovinciale va nous aider également à résoudre pas mal de problèmes. Donc moi, je suis de ceux-là qui croient que nous devons plutôt donner de la chance aux provinces de reprendre leur secteur d'activité, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'agriculture et le développement rural. Voilà, alors on va clôturer avec Gustave Moulongoy. Quel est le rôle que doit jouer l'Église catholique aujourd'hui pour qu'il y ait le calme dans l'enseignement? Parce qu'on a vu
C'était dans les écoles catholiques qu'on a eu à participer à des soulèvements des enseignants, des élèves également. Mais quel est le rôle doit jouer aujourd'hui l'Église catholique qui s'est levée par le truchement du cardinal Ambongo? Le cardinal Ambongo, on dit, quand on a suivi, on a dit qu'il a mis du feu, qu'il a eu de l'huile au feu à partir de son intervention. Je crois que l'Église catholique est quand même mieux entendue dans le pays, à partir de même archevêque. Parce que nous disons ici qu'il faut des états généraux de l'enseignement. Et il y a urgence, je dis qu'il y a urgence. Et dans ces états généraux d'enseignement, l'Église catholique doit être là. Et c'est l'Église catholique, surtout, à qui il faut demander cette grande concession de faire comprendre à ces écoles, parce que plus ou moins 40% des écoles sont écoles catholiques. Donc l'école catholique a un grand rôle à jouer dans cette gratuité. Donc si l'école catholique fait passer un mot, si l'école catholique accepte cette concession douloureuse, je pense qu'on pourra arriver à une piste de solution qui va peut-être faire pousser un ouf de soulagement à tous les Congolais. Donc, je crois que l'Église catholique a un très grand rôle à jouer dans cette histoire. Alors, Momo Moulapou, votre mot de la fin pour cette émission, cette question concernant les deux sujets qu'on venait de parler aujourd'hui. Il s'agit tout simplement des voyages qu'effectue le président de la République, Félix Tshisekedi, et s'y retomber, mais aussi la gratuité de l'enseignement aujourd'hui qui est devenue une situation urgente qu'il faut résoudre. Voilà, je voulais dire que le Congo est un pays prodigieux. De 2001 à 2019, nous avons accompli ce que d'autres pays comme la France ont accompli à peu près pendant 90 ans. Entre la Révolution française de 1789 et la prise effective du pouvoir par les républicains de manière irréversible qui va avoir lieu en 1879, il s'est passé à peu près 90 ans. Et nous, ce qu'eux ont fait en 90 ans, nous l'avons fait en 18 ans. Nous devons prendre ce que nous avons eu comme acquis pour le capitaliser et le multiplier. Ça veut dire quoi? Par le travail, nous avons pu changer la donne. C'est nous-mêmes les Congolais qui construisons nos routes. C'est nous-mêmes les Congolais qui sommes partis de 5 dollars à autant de dollars de paiement de nos salaires. Nous avons avancé sérieusement en prenant conscience de qui nous sommes. Alors, continuons sur cette lancée de la prise de conscience pour produire ce que nous allons léguer à nos enfants de manière honorable. Au lieu que lors de nos morts, que nos enfants se plaignent que nous les ayons amenés à l'existence sans savoir ce qu'ils deviendraient demain. Vraiment. Nous devons nous travailler, nous sacrifier comme parents afin que ce pays puisse avoir un lendemain meilleur, afin que nous méritions aussi le respect des autres. Si les autres nous respectent, eh bien, même quand ils viendront chez nous pour nous proposer des contrats, ils viendront avec beaucoup de circonscription et beaucoup de respect. Et c'est cela que veut le travailleur congolais, être respecté dans son pays. Et c'est pour cela que moi, je suis venu participer dans cette émission. Merci. Merci à vous. Être respecté dans son pays et puis mieux faire et puis travailler pour faire développer le pays. Quel est votre mot de la fin, Boli Goy? Merci beaucoup. Nous avons élu le président de la République en lui donnant toute notre confiance. Nous demandons de travailler pour le peuple et nous demandons aussi aux citoyens que le développement du pays n'est pas l'apanage du seul président de la République. Nous devons nous y mettre tout en respectant les normes civiques. Quand les autorités font quelque chose, il faut les accompagner au lieu de détruire. Et pour l'éducation, la gratuité, nous demandons les uns et les autres à l'apaisement et au dialogue. Je crois qu'ensemble, dans la diversité, on peut trouver des voies qui nous amènent vraiment à la compréhension. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Momo Moulapou. Merci également à Gustave Moulongoy. Merci à Boli Goy d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci également à vous tous qui nous suivez de partout. Merci à l'équipe qui a rendu cette émission. Je vous retrouve très prochainement pour cette question. Au revoir.